Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pratique et éthique médicale. Collection dirigée par Richard Moreau et Roger Tessou. La collection Les acteurs de la science, prévue pour recevoir des études sur l'épopée scientifique moderne, se dédouble pour accueillir des ouvrages consacrés spécifiquement aux questions fondamentales que la santé pose actuellement. Cette nouvelle série cherche à faire le point objectivement et en dehors des modes sur des connaissances, des hypothèses et des enjeux souvent essentiels pour la vie de l'homme. Elle reprend certains titres publiés auparavant dans Acteurs de la science. Déjà paru. Gilbert et Anne-Christine Pierre, Paroles d'une autiste muette, Énigmes et évidences, 2010. Gérard Megret, Êtes-vous un bon malade, 2010. Bernard Jouanjean, Physiologie du risque face à l'histoire, 2009. Éric Solym, Les cahiers d'un chirurgien. Témoin de la faillite du système de santé, 2009. Lionel Charby, L'information médicale. Informer le patient et le grand public, de l'obligation légale à la pratique, 2009. Dr Jean Chabrier, Seules les femmes savent marcher avec des talons aiguilles. Souvenir d'un gynécologue accoucheur, 2008. Philippe Raultdoumax, L'assurance maladie au risque de la mondialisation, 2008. Philippe Pirnet, L'aléa thérapeutique en chirurgie, 2008. Angélique Sentilhesmonkam, L'hospitalisation à domicile, une autre manière de soigner, 2007. Vincent Delahaye et Lucie Guyotdelahaye, Le désir médical, 2007. Georges Duboucher, Adieu ma belle médecine. Logique d'une métamorphose, 2007. Aziz Charles Mesbah, Mémoire d'un pédiatre, 2007. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Jules Romain, Nock ou le triomphe de la médecine. Préface. La médecine verticale, c'est celle qu'a dû affronter l'auteur, lui-même ancien professeur de psychiatrie, quand le destin a transformé le médecin qu'il est en hospitalisé. Cette médecine verticale, c'est celle de nombre de médecins hospitaliers qui restent, souvent anonymes et déterminés à le rester, debout à côté du lit. Debout, l'entretien se réduit à quelques mots. Assis pourrait s'instaurer un véritable colloque singulier, garant d'un échange en profondeur et d'une véritable relation soignant-soigné. Cette expérience hospitalière s'est prolongée pendant des semaines au cours desquelles le nouveau malade est devenu une sorte d'objet. Cette mutation a été l'occasion pour lui d'une réflexion de fond sur tous les problèmes de la médecine actuelle, et d'abord sur ceux de la médecine hospitalière. À partir de cette expérience déstabilisante, renforcée sans doute par l'immensité de la structure hospitalière qu'il a pris en charge, l'auteur analyse avec sobriété et clairvoyance la profonde transformation imposée à l'exercice médical par la technicité, alors que la médecine clinique traditionnelle s'adressait au malade, à son corps, mais aussi à son vécu et à sa souffrance morale. La médecine actuelle transforme ceux des médecins qui n'y prennent pas garde en ingénieurs de la médecine. Ces ingénieurs sont les acteurs de prouesses médicales extraordinaires, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent plus l'homme, seulement ses organes, que le raisonnement diagnostique et la thérapeutique abordent isolés. 1. Un sentiment d'étrangeté. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression de faire partie du paysage. Subitement, je prends conscience de la situation. Je suis couché dans une ambulance qui roule à toute vitesse. Un homme vêtu de blanc se tient à mes côtés. Distraitement, il regarde par la fenêtre. Après un arrêt en douceur, j'aperçois une grande bâtisse entourée d'un immense parking. Il y a des centaines et des centaines de voitures. Une usine? Non, un hôpital. C'est là qu'on m'amène. Les événements se précipitent. Quelqu'un m'installe sur une chaise roulante, une couverture sur les genoux. Puis, c'est la traversée d'un grand hall qui me fait penser à un hall de gare. Il y a des gens partout. Les uns font la queue devant des guichets, les autres, assis ou debout, attendent ici et là. Mon guide pousse le fauteuil dans un ascenseur bondé. Personne ne fait attention à moi. Personne ne parle. Apparemment, c'est ainsi que de nos jours, on est accueilli à l'hôpital public à moins d'être comateux, ce qui donne droit à une arrivée plus discrète. 8e étage. Pour la première fois, mon accompagnateur parle. Nous y sommes.
J'opine d'un signe de tête. Il reprend. Je vous laisse ici et je préviens l'infirmière de service. Je me retrouve dans un couloir qui mène aux chambres. J'y resterai plus d'1 heure avant que l'on puisse s'occuper de moi. Je me sens mal, mais que faire? Je ne suis plus rien. J'ai changé de statut. Le médecin que j'étais est devenu un patient. Patient? L'appellation correspond à une réalité, plus exactement à l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on se retrouve à l'hôpital. En effet, le séjour n'est fait que d'attendre. On attend le médecin, on attend le traitement, on attend l'examen, on attend les soins, on attend le repas, on attend la sortie et le cas échéant, on attend la mort. Du temps de mes études, il y a plus d'une 60aine d'années, on ne parlait pas de patient mais de malade. Il semblait logique de qualifier ainsi quelqu'un qui présentait une maladie. Est-ce une influence anglo-saxonne qui est à l'origine de ce changement de vocabulaire? Quoi qu'il en soit, le malade est devenu un patient. Celui-ci se transforme depuis quelque temps en client. Les fonctionnaires de la santé, réalistes par définition, précis par vocation, parlent d'usagers. Cette évolution sémantique n'est pas innocente. Elle correspond à l'évolution de la société et au bouleversement des valeurs qui s'ensuit. On consomme de la médecine comme on consomme n'importe quel produit. L'hôpital est le symbole de cette tendance, comme le supermarché est celui du pouvoir d'achat. Enfin, une infirmière vient à mon aide. Avec un joli sourire, elle me dit : « Je vais vous montrer votre chambre. » Ma réaction naturelle aurait été de m'exclamer : « Il est temps », ou quelque chose d'analogue, mais je me retiens. Je me dois d'assumer la place que la maladie m'assigne. C'est le début d'un apprentissage qui se poursuivra pendant quelques semaines. Une aide-soignante me fait me déshabiller, procède à l'inventaire de mes vêtements, des quelques objets que j'ai apportés, de l'argent et des documents de mon portefeuille en me conseillant de faire attention à mes affaires. Devant mon étonnement, elle m'assure qu'il y a beaucoup de vols. Il semble que l'hôpital, sans être devenu un coupe-gorge, n'est plus un refuge. Ensuite, on me donne une espèce de jaquette ouverte dans le dos, et on me met au lit. Désormais je porte l'uniforme. L'assistance publique s'occupe de moi. Je suis devenu un malade officiel, je veux dire un patient accrédité, un client reconnu, un usager parmi d'autres. J'ai des droits et des devoirs. Surtout des devoirs. Parmi les droits, je découvrirai, en lisant une affichette dans un couloir, que je peux choisir une personne de confiance pour veiller à mes intérêts si mon état de santé ne me le permet pas. C'est rassurant. Enfin, me dis-je, je vais pouvoir me reposer et effacer l'immense fatigue qui m'envahit. Après tout, je suis ici pour cela. C'était sans compter avec la routine hospitalière. Une infirmière vient prendre ma tension et ma température. Une autre me fait une prise de sang. Une diététicienne me demande si je suis un régime. Une employée apporte une carafe d'eau fraîche. Une secrétaire vient compléter mon dossier d'admission. Ce n'est pas terminé. Une étudiante en médecine, avec le rang d'externe dans la stricte hiérarchie d'un centre hospitalier universitaire, se présente. En fait, elle ne se présente pas, elle arrive. J'aurai l'occasion de constater que les nombreux médecins que je rencontrerai pendant cette hospitalisation, la plupart du temps, ne se nomment pas. Un tel anonymat correspond-il à une forme de protection? À un manque d'intérêt pour les malades, en tant qu'individus? Pense-t-il que ceux-ci sont interchangeables? Que leur situation modifie les rapports habituels à l'extérieur de ces murs? Comme je n'aime pas les relations neutres, je n'hésite pas à demander les noms de mes intervenants. Parfois on me répond « je suis un médecin du service » ou « je suis l'interne de garde ». Ils se définissent par leur fonction. L'institution prime sur l'individualité. La jeune femme commence à m'interroger. Elle s'intéresse à mes symptômes, à mes antécédents et prend force note. Puis elle m'ausculte rapidement, cœur et poumons, et jette un coup d'œil rapide sur l'ensemble du corps. L'examen est terminé. J'ai bien envie de lui signaler une cicatrice sur la cheville gauche, témoin d'une fracture ancienne, ainsi qu'une petite hernie ombilicale qu'elle n'a pas vue. Je me tais, conscient de n'avoir plus voix au chapitre. Je trouve cet examen plutôt sommaire. Rien à voir avec les anamnèses détaillées et approfondies que l'on pratiquait de mon temps. Est-ce de la nostalgie de ma part? Pas seulement.
Il était essentiel alors de bien examiner le malade de manière à obtenir un tableau clinique le plus complet possible, seul susceptible de mener au diagnostic. En effet, la médecine existait sous l'empire de la méthode anatomoclinique. Cette méthode a marqué un changement majeur dans l'histoire médicale. C'est Laennec, l'inventeur du stéthoscope, qui a été un des premiers à établir la relation entre symptômes et lésions. Son livre traitait de l'auscultation immédiate, en décrivant râles, murmures, sifflements et autres signes caractéristiques d'une pathologie pulmonaire, a donné naissance à la sémiologie. Je pense à un de mes patrons qui, après avoir examiné un thorax par la palpation, la percussion et l'auscultation, la triade traditionnelle, s'amusait parfois à tracer sur la peau du malade les contours de la lésion sous-jacente. La radiographie venait en confirmer l'exactitude. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire appel d'emblée à l'imagerie. Le silence des organes, c'est l'état de bonne santé. Normalement, ils fonctionnent dans la discrétion et l'efficacité. Ils ne parlent que pour manifester leur dysfonctionnement. Parfois, ils crient leur souffrance. Il suffit de tendre l'oreille. Pour l'instant, ce sont des bruits métalliques en provenance du couloir que j'entends. C'est le chariot avec les plateaux repas du soir. Passons. Je ne suis pas là pour la gastronomie. Je perdrai au cours de mon séjour forcé à peu près 6 kilos. L'hospitalisation constitue une excellente cure d'amaigrissement. Peu après, l'infirmière revient pour m'informer qu'un médecin du service me verra le lendemain matin. En attendant, elle place une pilule dans un petit récipient sur la table de chevet, en cas d'insomnie, précise-t-elle. Et elle me souhaite bonne nuit. Ainsi prend fin ma première journée à l'hôpital. 2. Comment tout cela a-t-il commencé ? Par un prurite intense et des lésions cutanées surtout aux extrémités et aux articulations. Ces symptômes ont été précédés par une mauvaise sciatique traitée par anti-inflammatoire. Mon généraliste ayant déclaré forfait, j'ai consulté un dermatologue qui immédiatement a décidé de me faire hospitaliser. Il m'a indiqué que j'avais déjà trop tardé, et a diagnostiqué une maladie auto-immune au nom poétique de pemphigoïde bulleuse. Je connaissais l'existence d'une maladie voisine, le pemphigus, mais je n'en avais jamais vu. Mon ignorance était donc grande. De retour chez moi, après cette consultation, j'ai ouvert mes vieux livres de médecine qui ne m'ont rien appris de nouveau et je suis allé, comme tout le monde, me documenter sur Internet. J'ai déniché un article passionnant sur le sujet. Cette maladie se caractérise par l'existence d'auto-anticorps qui s'attaquent à la peau. Plus précisément, ils sont dirigés contre des protéines de structure de la jonction dermo-épidermique. L'apparition de bulles amène des décollements. Il peut y avoir des atteintes des muqueuses, et l'état général est fréquemment atteint. En d'autres mots, et c'est le cas dans toutes les maladies auto-immunes, le système immunitaire qui a normalement pour fonction de protéger l'organisme contre tout ce qui est perçu comme étranger, les microbes par exemple, se retourne contre celui-ci. En quelque sorte, il y a erreur sur la personne, confusion d'identité. C'est une maladie rare. On compte environ 400 cas par an en France. Elle évolue par poussée et atteint surtout les personnes âgées. Je me qualifie à cet égard. À noter que les récidives sont fréquentes. J'aurai d'ailleurs l'occasion de le constater. Un paragraphe a particulièrement attiré mon attention. Le pronostic vital, ai-je lu, est très médiocre avec des taux de mortalité supérieurs à 30% après 1 an de traitement. Et un peu plus loin, néanmoins la guérison peut être obtenue en l'absence de complications dans des délais variant de 1 à 5 ans. Il y a de quoi réfléchir. Je m'y suis employé. J'ai conclu que si on compte 30% de décès, cela signifie qu'il y a 70% de survie. C'est le seul chiffre que j'entends retenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.